1 220 000 permis, ça veut dire à peu près 1 million de chasseurs, puisqu'un certain nombre de chasseurs sont titulaires d'un permis national et d'un permis départemental. Donc il y a moins de chasseurs qu'il n'y a de permis validés. Ça veut dire qu'ils sont à peu près 1 million. 1 million, c'est beaucoup trop, c'est vrai, mais ça diminue, comme je vous le disais, d'année en année. Et surtout, il y a dans le pays des aspirations nouvelles à la protection de la nature et au changement de rapport à l'animal. Seulement, ces changements, ces aspirations nouvelles ne sont pas écoutées par les élus. Pourquoi? Parce que la chasse s'organise en un puissant lobby totalement artificiellement constitué. Vous avez une fédération nationale des chasseurs, une fédération dans chaque département, avec adhésion et cotisation obligatoires, et souvent dans les petites communes rurales, une société de chasse. Ça veut dire que la société française est irriguée par le lobby cynégétique. Il est présent partout, il est organisé de manière pyramidale, de manière très corporatiste, et doté de moyens financiers colossaux. Ce lobby tient l'État, paye des petits Goebbels pour faire de la propagande que les journaux régionaux reprennent complaisamment. Vous lirez ces jours-ci que c'est l'ouverture de la chasse, que le père Mathurin a été traqué le sanglier, et que c'est bien utile parce que sinon il y aurait trop de sangliers qui font des dégâts, il y en a même qui rentrent dans les villes. Voilà ce que vous lirez dans la presse débile, la presse régionale notamment, qui sans aucun esprit critique, sans aucun recul, reprend ces billevesées, ces mensonges. Or, la chasse pose d'immenses problèmes. Ce n'est pas un facteur parmi d'autres de la disparition de la faune, c'est le facteur premier. Si des espèces ont disparu, comme l'ours, le loup, le lynx, les grands rapaces, nous le devons d'abord à la chasse. C'est la chasse qui a anéanti l'ours pyrénéen, et je vous dirais qu'il y a 10 ans, le 1er novembre, la dernière ours femelle des Pyrénées était tuée par un chasseur, c'était Canel, c'était le 1er novembre 2004, il y a maintenant déjà 10 ans. Et ces gens-là, dans les Pyrénées, tout en ayant détourné des sommes colossales du budget public pour protéger l'ours, se sont arrangés pour que l'ours ne revienne pas et disparaisse définitivement des Pyrénées. Ils s'opposent à toute mesure de réintroduction et à toute mesure de protection, comme ils combattent actuellement la présence des grands prédateurs dans nos campagnes. Je pense donc que le lobby de la chasse, c'est le lobby nuisible par excellence. Quand ils parlent de nuisibles, les nuisibles, c'est eux. Mais qu'avons-nous besoin de chasseurs, puisque nous pouvons avoir, pour réguler la faune d'une manière beaucoup plus intelligente et écologique, des prédateurs. Alors, la chasse, actuellement, qu'est-ce que c'est? Ce n'est plus qu'un loisir, c'est une distraction. Et ça fait partie des agressions contre l'animal qui nous paraissent intolérables, parce que justement, c'est l'association immonde du plaisir d'un homme et de la souffrance d'un être vivant. L'homme, vous savez, maltraite les animaux dans bien des circonstances. On vous a parlé de l'élevage concentrationnaire, vous connaissez la vivisection, les transports sur de longues distances, les abattages rituels ou non rituels, l'horreur des abattoirs, etc., etc. Mais dans toutes ces activités, l'homme a un prétexte, un alibi. Il veut gagner de l'argent, il veut faire avancer ses connaissances, dit-il. À la chasse, il n'y a aucun prétexte, il n'y a aucun alibi. À la chasse, on tue pour s'amuser, on tue pour se distraire. Et je rapprocherai de la chasse d'un autre phénomène qui est la tauromachie, effectivement. Parce que là aussi, dans la tauromachie, il n'y a rien. Il n'y a aucun prétexte. Il n'y a aucune nécessité économique. Il n'y a que la jouissance malsaine de foules qui s'amusent à voir torturer pendant 20 minutes un animal jusqu'à ce qu'il agonise et jusqu'à ce qu'il meure dans des souffrances atroces. Donc, chasse et corrida, la mort loisir et la mort spectacle s'associent pour moi dans cette barbarie qui peuple encore nos sociétés, qui traverse nos sociétés et qui me paraît bien inquiétante. J'allais dire, cette façon de traiter les animaux est radicalement contraire à ce que nous savons aujourd'hui. Nous savons qu'il y a une unité profonde du vivant. La science nous l'a appris, la paléontologie, la génétique, les analyses cellulaires. Nous savons qu'entre nous et les animaux, il y a cette parenté, il y a cette évolution, non pas
qu'il faut tout ramener et faire de l'anthropomorphisme. Chaque espèce a son propre. J'entends des fois les gens qui me disent « Mais alors vous niez le propre de l'homme ». Non, il y a un propre de l'homme comme il y a un propre de la chouette effraie, comme il y a un propre du loup, comme il y a un propre du chat. Chaque espèce a ses spécificités. C'est vrai que notre espèce se distingue par le fait que par nos techniques et par notre science, nous avons pu faire des choses extraordinaires et parfois merveilleuses. Vous savez qu'il y a des hommes qui vont poser un satellite sur une comète. Bon, c'est le propre de l'homme. Très bien. Mais cette intelligence, ces capacités cognitives qui sont les nôtres, mettons-les au service du vivant, mettons-les au service du bien, mettons-les au service du respect d'autrui, que ce soit les humains ou que ce soit les hommes, parce que pour nous, à la Convention Vie et Nature, le combat est global. C'est l'arbre, l'animal et l'homme. C'est les trois choses réunies, c'est la défense du vivant, ce que nous appelons le biocentrisme. Donc, le biocentrisme, c'est ce combat philosophique extraordinaire auquel je vous convie. C'est le grand défi de notre temps. Est-ce que l'homme va être capable maintenant de maîtriser sa propre maîtrise sur le monde? Est-ce qu'il va être capable de tisser avec le vivant un lien nouveau, un lien qui ne soit pas celui de la destruction, de la domination, du mépris, mais un lien du respect, respect de la souffrance, respect de tout être qui est face à lui. Et ça, c'est une vérité, vous voyez, que je voudrais transcender, même au niveau moral et politique. Il y a encore, de par le monde, des peuples qui se déchirent, des peuples qui s'entretuent au nom de vieil obscurantisme, de séquelles de l'histoire, de scories qui ne devraient que disparaître. On tue encore des hommes par-delà les frontières pour des raisons qui nous paraissent absurdes. Eh bien, cette violence que l'homme dirige contre ses semblables, il la dirige chez nous contre des animaux qui ne lui ont rien fait. Il est temps de changer tout cela. Alors, vous savez qu'en Europe, cette Europe malade, cette Europe qui ne va pas bien, ces sociétés où les gens sont perdus, où ils ne savent plus où ils en sont, où ils ne croient plus à rien, dans cette Europe, se sont levées des forces nouvelles pour défendre l'animalité, pour défendre le rapport au vivant. Ces forces sont politiques. Il y a même en Allemagne et aux Pays-Bas des partis politiques qui ont réussi à faire élire des députés européens sous l'étiquette de la défense des animaux. C'est une démarche qui paraît intéressante mais qui mérite d'être globalisée. Je crois que si nous voulons faire avancer la cause du vivant, il faut en effet poser le terrain politique et voir ce qui doit être fait dans ce domaine-là. Fait contre qui? Contre personne. Fait avec tous ceux qui veulent travailler à la défense de la nature, des animaux et des hommes. Il y a, chez nos amis les Verts, des gens de qualité. Vous en avez entendu un tout à l'heure, le député européen Pascal Durand, qui a tenu des propos totalement identiques à ce que je pense. Sa pensée et la mienne sont en totale communion. Il y a aussi, au Parlement français, quelques députés verts, je pense notamment à Laurence Abeille, qui fait un travail considérable et très positif, auquel je souscris. Mais il y a aussi, et il faut le dire honnêtement, un certain nombre de parlementaires, y compris qui se réclament de l'écologie, qui se rangent du côté des chasseurs. J'ai oublié son nom et peu importe, mais je sais qu'il y avait une députée de l'Indre qui était offusquée par le fait que son parti puisse demander l'abolition de la chasse à courre et qui a voulu retirer sa signature car ça allait lui valoir quelques ennuis du côté de la fédération. Voilà qui n'est pas digne, voilà qui n'est pas acceptable. Cette conception-là de l'écologie n'est pas la nôtre. Donc je crois qu'il y aura, dans les années qui viennent, des reclassements à faire. Mais vous savez, c'est vrai un peu pour tous les sujets. Actuellement, les partis politiques ne correspondent plus au véritable clivage de la pensée. On s'en rend compte sur tous les sujets, sur l'Europe, sur les questions familiales et autres. On voit bien que les courants transcendent les partis et je pense qu'on va aller vers une recomposition et qu'un jour se lèvera une force pour défendre le vivant. On ne peut pas continuer
à massacrer la nature comme on le fait en France. On ne peut pas continuer à sacrifier systématiquement les intérêts écologiques aux intérêts économiques et aux fantasmes des lobbies. Alors, vous qui vous êtes levés, dites-vous bien une chose, c'est dans l'unité de nos mouvements, de nos associations, que nous pourrons avancer. Faites gagner la cause du vivant. Je compte sur vous. Vous étiez là l'an passé, vous êtes là aujourd'hui, c'est bien. Restez des militants, restez vigilants et restons unis, tous ensemble mes amis, pour dire ensemble, à bas la mort et vive la vie!